J'ai créé ma propre entreprise à 18 ans, j'ai remboursé mes dettes, et acheté une maison content. Puis mes parents m'ont poursuivi en justice pour avoir pris la vie que ma sœur méritait et ont essayé de saboter ce que j'avais construit. J'ai riposté. Je me suis assuré qu'ils le regrettent. Les gens supposent que les poursuites judiciaires surviennent soudainement, comme si le dysfonctionnement apparaissait de nulle part et faisait exploser une famille du jour au lendemain. Mais rien dans l'assignation que j'ai reçue n'était soudain. C'était l'écho final d'une enfance bâtie sur des déséquilibres. Si évident. J'ai grandi à Raleigh, en Caroline du Nord, dans une modeste maison beige dans une rue où toutes les pelouses se ressemblaient, mais où chaque foyer portait sa propre saveur de chaos silencieux. Le nôtre tournait autour d'une vérité centrale. Dans la famille Brox, il n'y avait qu'une seule étoile, et ce n'était pas moi. Mon père, Mark Brox, travaillait comme technicien CVC. Il rentrait tous les soirs avec de la poussière sur son col et du ressentiment dans les yeux, se plaignant des clients qui ne l'appréciaient pas et des patrons qui ne le payaient pas assez. C'était le genre d'homme qui assimilait le sacrifice à la propriété. Et il nous répétait, à ma sœur et à moi, la même phrase si souvent que ça aurait pu être la devise de la famille. Je vous élève, vous me devez. Souvenez-vous de ça. Ma mère, Linda, était le pendant poli de sa rudesse. Une réceptionniste dans une clinique locale qui traitait l'idée d'une image de famille parfaite comme une seconde religion. Elle choisissait nos vêtements, mettait en scène nos sourires pour chaque photo, et mesurait son succès à la conviction avec laquelle elle pouvait nous présenter comme meilleurs que nous ne l'étions. Elle aimait le contrôle, les pics subtils déguisés en conseils et la comparaison, surtout les comparaisons qui plaçaient ma jeune sœur Chloé sur un piédestal si haut qu'il lui fallait son propre code postal. Chloé était la petite étoile, l'enfant qui rayonnait pratiquement dès qu'elle a su marcher. Ma mère l'a mise à des cours de danse à 4 ans, à des concours de beauté à 6 ans, à des camps de théâtre musical à 8 ans. À 13 ans, Chloé avait un compte Instagram organisé comme si elle avait déjà une équipe de relations publiques. Boucle parfaite, pose parfaite, légende parfaite sur la manifestation des rêves. Ma mère prenait les photos, les retouchait, écrivait la moitié des légendes, et se vantait d'elle comme d'un investissement censé atteindre sa rentabilité maximale. Et peut-être l'était-elle, du moins pour eux. Moi, par contre, j'étais l'aînée, la silencieuse, l'organisée, celle qui pouvait s'asseoir avec un cahier pendant des heures à réorganiser des plannings, suivre des budgets imaginaires, et construire des feuilles de calcul bien avant de savoir ce qu'étaient techniquement des feuilles de calcul. J'aimais la structure de la même manière que Chloé aimait les projecteurs. À 8 ans, j'ai organisé notre garde-manger par catégorie et date d'expiration. À 10 ans, je résolvais le cauchemar logistique du carnet de rendez-vous de ma mère. À 12 ans, je pouvais décomposer un problème en système plus rapidement que la plupart des adultes. Mes parents n'y voyaient pas un talent. Ils y voyaient une utilité. Dès que j'ai été assez grande pour tenir une spatule ou mesurer de la lessive, je suis devenue l'aide désignée. Tâches ménagères, cuisine, babysitting de Chloé, préparation des déjeuners, nettoyage après tout le monde. Tu es la grande sœur, disait ma mère. Chaque fois que je demandais pourquoi Chloé n'avait pas à faire la même chose, tu te sacrifies pour qu'elle puisse briller. C'est comme ça que ça doit être. Leur version de « ça doit être » colorait tout de nombreuses fois. Chloé avait des camps d'été, des stages de danse intensifs, des ateliers de théâtre. Moi, j'ai eu un travail à temps partiel dans une supérette à 14 ans parce que, comme disait mon père, tu es assez grande pour contribuer. Les anniversaires de Chloé comprenaient des fêtes à thème, des ballons, des gâteaux élaborés et des séances photos. Les miens se résumaient généralement à un cupcake de supermarché avec une bougie et un rappel que nous devions économiser pour les opportunités de Chloé. Même en écrivant cela maintenant, je peux encore entendre la voix dédaigneuse de ma mère lorsque j'ai mentionné une fois vouloir aussi une vraie fête d'anniversaire. Tout ne doit pas être égal, Olivia. Certains enfants ont de plus grands avenirs. Mais les commentaires qui ont creusé les sillons les plus profonds en moi étaient ceux dits nonchalamment, comme s'ils étaient des vérités trop évidentes pour être remises en question. Les préférés de mon père. Chloé est celle qui réussira. Elle a un vrai potentiel. Toi, tu es pratique. Ton travail est de rester stable pour qu'elle puisse voler. Les classiques personnels de ma mère. Ta sœur a du talent. Toi, tu es la fiable. Chloé est destinée à New York où elle a. Toi, tu t'en sortiras bien avec un poste de bureau local. Et le pire, une belle vie devrait aller à celui qui sait comment briller. C'est-à-dire Chloé. Toujours Chloé. Ce qui est étrange, c'est que je ne lui en voulais pas.
pas à l'époque. Du moins, on ne peut pas en vouloir à une enfant qui ne fait que s'imprégner de l'attention qu'on lui donne. Elle n'a pas choisi le favoritisme. Elle le respirait comme les plantes respirent la lumière du soleil. Elle a grandi dans sa chaleur. Pendant ce temps, je suis resté dans l'ombre. On m'a appris que ma valeur venait du fait d'être solide, responsable et silencieuse. Pourtant, l'école était mon refuge. Le seul endroit où personne ne me voyait comme un personnage secondaire. Au lycée, les professeurs ont commencé à remarquer ma capacité à structurer le chaos. J'ai réorganisé tout le calendrier des événements de notre club d'affaires un après-midi, et la participation a doublé. J'ai repensé le système d'inscription des bénévoles pour une collecte de fonds de l'école, et le directeur m'a demandé si j'envisagerais d'aider pour d'autres événements. Mais le moment qui a changé quelque chose en moi s'est produit en première, dans le bureau du conseiller d'orientation. Mademoiselle Henly a parcouru mes notes, mon travail au club, et un système que j'avais créé pour suivre les heures de service des élèves plus efficacement que le logiciel utilisé par l'école. Elle m'a regardé avec une véritable surprise et a dit, « Olivia, tu penses comme une chef d'entreprise. Te rends-tu compte que tu résous des problèmes pour lesquels des adultes sont payés ?» Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. L'idée que j'avais quelque chose de spécial, non pas d'utile, non pas de pratique, non pas de sacrificiel, mais de précieux, m'a serré la poitrine un instant. Quand je suis rentré à la maison et que j'en ai parlé à ma mère, espérant ne serait-ce qu'une once de fierté, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Ne te fais pas d'idée, a-t-elle dit. Cette famille a de la place pour une seule étoile, tu le sais. » Puis elle a souri doucement à Chloé, qui parcourait son fil Instagram à côté d'elle, et a ajouté, « Concentre-toi sur l'aide à ta sœur. Elle est l'avenir de cette famille. » C'était le rythme de notre foyer. Un rêve nourri, un rêve affamé, tous deux justifiés comme le destin. Au moment où j'ai atteint la fin de ma terminale, le script invisible de ma vie avait déjà été écrit pour moi. Ou du moins, c'est ce que pensaient mes parents. Les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées dans des enveloppes fines et épaisses. Et tandis que mes camarades de classe célébraient des offres et des bourses, mes parents m'ont assise à la table de la cuisine avec une sorte de sérieux qui précède généralement soit des funérailles, soit un aveu de dette. Mon père a croisé les bras. Ma mère a joint ses mains comme si elle annonçait une mauvaise nouvelle avec laquelle elle avait déjà fait la paix. Nous en avons parlé, a-t-elle commencé. Toutes les économies que nous avons doivent aller au programme de théâtre de Chloé à Los Angeles. C'est sa chance, son rêve. Tu comprends? Puis mon père a ajouté, le community college est assez bien pour toi. C'est responsable. Tu peux travailler et étudier en même temps. C'est ce que font les enfants pratiques. Pratique. Ce mot encore, le synonyme poli pour « moins méritant ». L'étiquette qui expliquait chaque limitation qu'ils m'imposaient. Je n'ai pas discuté avec eux. Cela ne servait à rien, mais à l'intérieur, quelque chose s'est resserré. Un petit signe de défi que je ne reconnaissais pas encore comme le début de ma vraie vie. Je me suis donc inscrite au Wake Tech Community College et j'ai commencé à chercher des emplois à temps partiel. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Lotus Glow Spa, un salon de manucure et de beauté minuscule mais animé, tenu par un duo de femmes vietnamiennes et latinas qui opéraient avec charme, chaos et un flot constant de clients sans rendez-vous. Mon travail était simple. Répondre aux appels, balayer la poussière d'acrylique, gérer la réception et essayer de ne pas me noyer dans un système de planification qui n'avait absolument aucun sens. Leur système, si on peut l'appeler ainsi, consistait en un cahier de magasin à $1, des bouts de papier collés au comptoir, un tableau effaçable à sec qui n'était jamais effacé, et des clients qui envoyaient des messages privés à toute heure pour demander des rendez-vous de dernière minute. Les doubles réservations étaient monnaie courante, les annulations étaient oubliées. Les clients arrivaient furieux, jurant qu'ils avaient confirmé quelque chose, tandis que la propriétaire, déjà épuisée, se démenait pour arranger les choses. C'était moi qui m'excusais au nom de décisions de planification que je n'avais techniquement même pas prises. C'était un désastre. Le point de rupture est arrivé un samedi après-midi lorsque 3 clientes sont arrivées simultanément, prétendant avoir le même créneau. La propriétaire, en sueur et stressée, m'a regardé comme si j'avais personnellement inventé le temps pour la saboter. Cette nuit-là, après la fermeture, je suis resté et j'ai dit doucement, « Laissez-moi essayer de régler ça. » Elle m'a regardé d'un air renfrogné, comme si je lui avais proposé de recabler un moteur d'avion. « Comment tu règles ?» a-t-elle demandé avec scepticisme. « Casse-moi. Le chaos est normal ici. » Mais elle m'a laissé essayer.
J'ai pris des photos de chaque note, de chaque page griffonnée, de chaque demande par message privé. Puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable, son ventilateur sifflant comme un écureuil asthmatique, et j'ai créé une simple feuille de calcul de réservation avec des codes couleurs. J'ai superposé Google Calendar dessus, automatisé des rappels, créé des étiquettes, et synchronisé les rendez-vous de cils coréens avec les lissages brésiliens, et d'une manière ou d'une autre, j'ai mis de l'ordre dans un désordre que même les dieux n'auraient pas touché. Cela m'a pris 2 nuits et des litres de café bon marché de station-service. En quelques semaines, tout a changé. Plus de double réservation. Les clients arrivaient aux heures correctes. Les annulations étaient suivies. Le spa fonctionnait plus fluidement et le niveau de stress de la propriétaire a suffisamment baissé pour qu'elle puisse rire à nouveau. Un jour, elle m'a attrapé le poignet et a dit, « Si tu aides le salon de mon ami comme ça, ils paieront. Les gens paient pour la paix. » Cette phrase m'est restée. Les gens paient pour la paix. Surtout les propriétaires de petites entreprises qui font tout eux-mêmes. Soudain, j'ai vu quelque chose que mes parents n'auraient jamais remarqué. Une niche. Les femmes immigrées, les propriétaires de la classe ouvrière, les stylistes à un seul fauteuil, les petits spas, les salons à petit budget. Elles avaient toutes besoin d'aide pour une partie de l'entreprise que personne ne voit. Planification, facturation, données, flux de travail, organisation. Elles n'avaient pas besoin d'un logiciel d'entreprise sophistiqué au prix d'une hypothèque. Elles avaient besoin de quelque chose de fonctionnel, d'abordable, et construit par quelqu'un qui comprenait vraiment leur monde. Une nuit, j'étais assise sur mon lit, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, entouré de feuilles de calcul, de tutoriels YouTube et de bretzels à moitié mangés. Je ne connaissais rien à la création d'entreprise, mais je savais comment prendre le chaos et le transformer en clarté. C'était quelque chose que Chloé ne pourrait jamais faire, peu importe à quel point ses photos étaient parfaites. J'ai passé des heures à rechercher des systèmes de réservation, à comparer des outils gratuits et peu coûteux, à expérimenter des formulaires en ligne, à créer des modèles, à organiser des champs de données, à trouver des moyens d'automatiser les rappels et de réduire les absences. Je me suis plongé dans Notion avant que cela ne devienne à la mode, j'ai assemblé des flux de travail à l'aide de Google Forms, filtré des listes de clients et construit les premières ébauches de ce qui deviendrait un jour Backstage au PSCO. À l'époque, cependant, ce n'était que moi et mon vieux cahier, assise à la lueur d'une lampe de bureau bon marché, griffonnant des noms qui sonnaient trop corporatifs ou trop fades. Rien ne me semblait juste jusqu'à ce que je m'arrête et me pose une question que je n'avais jamais osé me poser auparavant. Si Chloé est la star, si c'est toujours elle qui a les lumières, les applaudissements, l'attention, alors que suis-je? La réponse est venue naturellement. J'étais celle en coulisses, celle qui faisait fonctionner les choses, celle qui réparait les pièces cassées que les autres ne remarquaient jamais. Et soudain, cela ne ressemblait plus à une malédiction. Cela ressemblait à une marque. Sur une page blanche, j'ai écrit 2 mots, Backstage OPS. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme l'enfant en trop. Je me sentais comme quelqu'un qui pouvait construire quelque chose de réel, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Backstage OPS n'a pas commencé comme une entreprise. Ça a commencé comme un instinct de survie déguisé en activité secondaire. Après que le Lotus Glow Spa ait fait passer le mot, quelques petits salons m'ont contacté pour me demander si je pouvais faire ce truc de planification, pour eux aussi. Je n'avais pas de plan d'affaires ni de modèle de tarification, juste le sentiment croissant que les gens étaient prêts à payer pour la seule compétence que j'avais passé toute ma vie à perfectionner, donner un sens au chaos. J'ai donc créé mes premiers forfaits. Ils étaient simples, une configuration de réservation en ligne, une liste de clients nettoyés, un simple suivi des revenus et des dépenses. Mais pour les femmes qui dirigeaient ces endroits, cela semblait magique. Je facturais entre 2 cents et $500 pour la configuration, en fonction de la complexité de leur système existant, plus de petits frais de maintenance mensuels. À 18 ans, gagner ne serait-ce que $200 avec quelque chose que j'avais construit avec mon esprit me semblait irréel. Au moment où j'ai commencé mon premier semestre à Wake Tech, je jonglais entre l'école, le travail au spa et le travail en freelance pour 2 salons supplémentaires. Puis est venue une pratique de thérapie, un bureau calme et ensoleillé dirigé par une conseillère agréée qui avait besoin d'aide pour organiser sa planification conforme à la loi IPA. Ce projet m'a forcé à apprendre la loi, les règles, les exigences de sécurité, et je me souviens avoir pensé, c'est à ça que l'école devrait ressembler, apprendre quelque chose de réel, parce que quelqu'un a réellement besoin de toi. Mes parents ne le voyaient pas de cette façon. Ils ne voyaient que l'échec.
Soudain, je ramenais à la maison 6 cents à 800 $ par mois, plus que ce que ma mère gagnait pendant ses quarts de soir. La première fois qu'elle a réalisé ça, elle a ri, mais l'amusement s'est rapidement transformé en calcul. Eh bien, regarde-toi, a-t-elle dit avec un sourire crispé. Tu gagnes plus que ta maman. Puisque tu t'en sors si bien, à partir du mois prochain, tu contribueras 300 $ pour la maison. Mon père a renchéri sans hésiter. Ta sœur doit s'inscrire à ce stage de théâtre intensif. Ne veux-tu pas soutenir son rêve? J'ai hoché la tête parce que c'est ce que fait la fille aînée quand elle a été entraînée toute sa vie à absorber les responsabilités comme une éponge. Mais quelque chose en moi s'est de nouveau resserré. Ce même signe de défi de ma terminale. J'ai ouvert un compte d'épargne séparé dont il ne connaissait pas l'existence et j'ai commencé à y garder une partie de mes gains. Le reste, je le leur donnais chaque mois, le regardant disparaître dans le prochain cours de Chloé, son prochain costume ou son prochain rêve organisé. Pendant ce temps, notre foyer fonctionnait sur deux réalités complètement différentes. Chaque soir après le dîner, j'étais penché sur mon vieil ordinateur portable jusqu'à 2 heures, parfois 3 heures du matin, construisant des flux de travail, mettant à jour les calendriers des clients, gérant les annulations, apprenant de nouveaux outils, lisant des manuels, finissant mes devoirs. Cet ordinateur portable n'était pas rapide, mais il me semblait loyal. Le seul endroit de la maison où j'avais le contrôle total. J'étudiais l'administration des affaires le jour et je construisais discrètement une entreprise la nuit. Je suis devenu la fille qui répondait aux emails aux arrêts de bus, réorganisait les bases de données des clients pendant les pauses déjeuner et modifiait des feuilles de calcul pendant les cours sans que le professeur ne s'en aperçoive jamais. Chloé, de son côté, vivait dans un monde qui n'exigeait rien d'elle, sauf de performer le glamour. Elle diffusait en direct des appels TikTok depuis sa chambre pendant que mes parents lui apportaient le petit déjeuner à sa porte comme si elle était une princesse se remettant d'une longue maladie. Elle dormait jusqu'à midi parce que, les créateurs de contenu ont des horaires différents. Elle filmait des auditions dans le salon pendant que ma mère ajustait l'éclairage et que mon père tenait la ring light. Et chaque fois que je passais, des chuchotements entendus à travers la porte glissaient sous celle-ci. Chloé a vraiment quelque chose. Elle est spéciale. Contrairement à Olivia, elle est née pour briller. C'était bizarre de grandir dans une maison où tout le monde croyait qu'une fille était destinée à la grandeur par pur design. Tandis que l'autre, moi, était considéré comme un appareil pratique. Mais les clients ne me traitaient pas comme un appareil. Ils me traitaient comme quelqu'un qui résolvait de vrais problèmes. Ils recommandaient leurs amis. Ils me recommandaient dans des groupes Facebook locaux. Ils écrivaient des avis parlant de la façon dont leur journée de travail était plus calme. Lentement, Backstage OPS s'est développé pour devenir quelque chose qui ressemblait à une véritable entreprise. 5 ou 6 clients, un revenu mensuel modeste mais stable, et un sentiment croissant d'indépendance que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'étais pas riche, loin de là. Mais pour la première fois de ma vie, le travail que je faisais m'appartenait. Pas à mes parents, pas au rêve de Chloé. À moi. Pourtant, chaque fois que je me sentais fier, mes parents parvenaient à le diminuer. Ce petit boulot d'appoint est sympa, disait ma mère en pliant les tenues d'audition de Chloé. Mais quand vas-tu trouver un vrai travail? Quelque chose dans une banque ou un bureau? Quelque chose de stable? Mon père hochait la tête comme s'il donnait une leçon. Au moins, Chloé Viso. Toi, tu es si pratique. C'est ennuyeux. Il ne voyait pas que je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui deviendrait un jour plus grand que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé pour moi. Ils ne voulaient pas le voir. À leurs yeux, je n'étais pas censé grandir au-delà d'être utile. Mais même alors, une voix silencieuse à l'intérieur de moi se réveillait. Une voix qui disait, continue. Continue de construire. Ils n'ont pas besoin de croire en toi pour que tu deviennes plus que ce qu'ils t'ont jamais permis d'être. Je ne le savais pas encore, mais cette croyance deviendrait mon bouclier dans les années à venir, surtout lorsque les personnes qui rejetaient mon travail comme un petit boulot décideraient qu'elles en voulaient une par une fois qu'il serait devenu quelque chose qui valait la peine d'être pris. Le problème quand on grandit dans une famille qui vous voit comme la personne pratique, c'est qu'on commence à croire que le pragmatisme vous protégera. Que si vous travaillez dur, restez silencieuse, faites les bonnes choses, l'univers récompensera vos efforts. Mais la vie ne se déroule pas toujours ainsi. Parfois, l'univers vous tend une pile de lettres qui ressemble à un verdict que vous ne saviez pas être en train de s'écrire contre vous. C'est arrivé un mercredi après-midi, le genre de journée trop ordinaire pour laisser présager un désastre.
Je suis rentré des cours pour trouver une enveloppe d'une société de prêt privé qui m'était adressée. Au début, j'ai cru que c'était du courrier indésirable, une sorte de plan marketing bas de gamme. Mais les mots « résumé de compte » ont sauté aux yeux dès que je l'ai ouverte. Selon eux, j'avais un prêt étudiant privé de 25 000 $ à mon nom, un prêt que je n'avais jamais demandé. Je suis resté figé dans la cuisine, relisant les pages comme si les chiffres pouvaient se réarranger en quelque chose de moins horrifiant. Avant que je puisse digérer le choc, une autre alerte a retenti sur mon téléphone. Un email confirmant l'approbation d'une ligne de crédit renouvelable de 10 000 $ pour financer un coaching et un développement de carrière créative. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais rien demandé, pas un centime. Pourtant, sur le papier, je devais maintenant près de 40 000 $. Il n'a pas fallu longtemps pour que le schéma se révèle. L'adresse indiquée sur les deux comptes était la maison de mes parents. Les résumés de prêt montraient des fonds versés pour une académie de théâtre à Los Angeles, des acomptes pour une location d'appartement à court terme près de Sunset Boulevard, et des frais pour un camp de développement de créateurs de contenu. Chaque centime était lié à Chloé. Chaque case de signature était commodément marquée comme « signé électroniquement », falsifié, évidemment, mais assez bien falsifié pour que la contestation nécessite un avocat que je ne pouvais pas me permettre. Je me souviens m'être assise à la table de la salle à manger, les mains tremblant si fort que les pages voletaient. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un vol de mon avenir. C'était quelqu'un qui me mettait une chaîne autour du cou et s'attendait à ce que j'appelle ça de l'amour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai rassemblé les documents en une pile nette, une habitude que j'avais depuis l'enfance, et je suis entré dans la cuisine où mes parents buvaient du café comme si c'était un après-midi comme un autre. Chloé était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, fredonnant un son TikTok à la mode avec l'assurance de quelqu'un à qui le monde n'avait jamais dit non. J'ai posé les relevés de prêt sur l'îlot de cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix étrangement stable. Mes parents ont échangé un regard rapide, le genre qui disait qu'ils avaient déjà préparé une histoire, déjà répété la justification. Ma mère a soupiré de manière dramatique. « Olivia, ne sois pas si dramatique. Chloé avait besoin d'opportunités. Tu as un bon crédit. Tu t'en sors bien. Ce n'est pas si grave. » Mon père a ajouté, « Tu vis sous ce toit. Nous t'avons nourri, habillé, payé pour tout pendant 18 ans. Considère ça comme un remboursement. » Ma mère s'est penchée, les yeux brillants d'une droiture qu'elle ne méritait pas, et quand Chloé deviendra célèbre, tout cela reviendra à la famille. C'est un investissement. Ne veux-tu pas soutenir ta sœur? Et puis Chloé, ma sœur, celle dont les rêves avaient toujours été pavés de morceaux de ma vie, s'est retournée sur le canapé, a souri narquoisement et a dit « Merci, Liv. Tout le monde ne peut pas dire que sa grande sœur a financé son avenir. Tu devrais être fier. » À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé, d'un coup net et silencieux. Ce n'était pas de la colère. La colère leur aurait donné trop de crédit. C'était du chagrin. Le chagrin pour la version de moi qui croyait encore qu'il pourrait un jour me voir comme plus qu'une ressource. Le chagrin pour la fille qui pensait que jouer selon leurs règles la garderait en sécurité. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient volé du temps, les années qu'il faudrait pour rembourser une dette que je n'avais jamais acceptée. Ils avaient volé la chance pour moi de commencer ma vie d'adulte librement. Ils avaient volé une confiance que je ne retrouverai jamais. Il y avait deux options, se battre ou absorber les dégâts. Et la vérité brutale était que se battre détruirait mon crédit. Si je les dénonçais, les comptes entreraient en litige, les recouvrements gèleraient, et mon entreprise, à peine sortie de l'enfance, suffoquerait. Backstage OPS avait besoin de stabilité. Les clients avaient besoin de fiabilité. Un score de crédit ruiné me bloquerait l'accès aux abonnements logiciels, au financement d'équipements, aux baux d'appartements, même à certains types de virements bancaires. Mon entreprise mourrait avant même d'avoir vécu. Je le savais, mes parents non, ou pire, ils le savaient et s'en fichaient. Et donc, pour la deuxième fois de ma vie, mais la première fois en pleine conscience, j'ai choisi de nettoyer un désordre qu'ils avaient créé pour protéger un avenir qu'ils ne croyaient pas que je méritais. Cette nuit-là, j'ai fait 2 sacs de sport. Je n'ai pas claqué de porte ni lancé d'accusation. Je leur ai simplement dit que je déménageais. Mon père a ricané. Ma mère a agi comme si elle était offensée, comme si mon départ était une réaction excessive. Chloé a à peine levé les yeux, mais je suis parti quand même.
J'ai loué une minuscule chambre dans un appartement partagé avec 2 étudiantes que je connaissais à peine. Les murs étaient fins, la cuisine sentait le pop-corn brûler la moitié du temps, et la lumière de la salle de bain clignotait comme dans un film d'horreur, mais c'était à moi. Et alors que j'étais assise sur mon nouveau matelas jumeau grinçant, entouré de relevés de prêt et de mon vieil ordinateur portable, je me suis murmuré, je n'ai pas créé cette dette, mais si je ne la gère pas, elle me noiera. Ce sera la dernière fois que je porterai le poids de leur choix. Et cette promesse, aussi silencieuse soit-elle, a marqué le véritable début de tout ce qui a suivi. Déménager à 18 ans, c'était comme s'échapper d'une maison en feu, sauf que les flammes m'ont suivi dans ma vie d'adulte sous la forme de relevés mensuels, d'intérêts accumulés, et de chiffres qui ne semblaient jamais diminuer assez vite. Ma nouvelle vie était petite et exiguë, mais c'était la mienne. Et avec la propriété venait la responsabilité. Spécifiquement la responsabilité de nettoyer 40 000 $ de dettes créées par des gens qui n'avaient jamais eu l'intention d'en rembourser un centime. À 19 ans, je me suis installé dans une routine que la plupart des gens auraient qualifiée de punitive, mais pour moi, c'était la seule voie à suivre. Je travaillais le matin comme barista dans un café local, l'après-midi en faisant des tâches administratives à distance pour 2 cabinets de thérapie, et les nuits en construisant des automatisations pour des clients qui se fichaient que je travaille depuis un bureau de seconde main coincé entre mon lit et la porte de mon placard. Mon monde était fait de caféine, de code, d'appels de clients et de cours. Et d'une manière ou d'une autre, dans le flou de l'épuisement, Backstage OPS a grandi. Les quelques salons que j'avais aidés au début ont commencé à me recommander à leurs cousines gérant des spas dans le New Jersey, à leurs amis ayant des studios au Texas, à la belle-sœur de leur ami tenant un salon de manucure en Floride. Bientôt, je jonglais avec des clients à travers les États sans jamais quitter mon appartement. À mesure que la demande augmentait, mon ambition aussi. Les feuilles Excel et les calendriers Google ne suffisaient plus pour les personnes qui comptaient sur moi. J'ai donc passé des nuits interminables à m'auto-former pour construire des outils SAS à petite échelle en utilisant des logiciels en marque blanche abordables, superposés avec mes propres automatisations. Ce n'était pas glamour, principalement du débogage à 3 heures du matin, en mangeant des nouilles instantanées et en rafraîchissant des pages de documentation, mais ça fonctionnait. Mes clients ne cherchaient pas la perfection de la Silicon Valley. Ils voulaient des systèmes qui leur facilitaient la vie. Et je leur ai fourni cela de manière constante, silencieuse, implacable. À 21 ans, j'ai engagé ma première stagiaire du Community College, une fille timide nommée Marisol, qui aimait les codes couleurs autant que moi. Ensemble, nous avons rationalisé les modèles d'intégration, construit des tableaux de bord et automatisé des flux de travail qui prenaient auparavant des heures à gérer. 1 an plus tard, Marisol est devenue ma première employée à temps plein, et Backstage OPS est officiellement passé d'Olivia faisant tout à Olivia dirigeant quelque chose. Mes revenus ont augmenté, mais mes dépenses non. Je vivais dans la même petite chambre louée, je conduisais une vieille Honda qui toussait à chaque fois qu'elle montait une colline, et je déclinais chaque invitation à des week-ends ou à des restaurants à la mode. Mon suivi de dette, un fichier Excel avec des codes couleurs, était la chose que je vérifiais plus que mon propre reflet. Chaque mois, je mettais à jour les chiffres, montant du paiement, solde restant, impact des intérêts. C'était un rituel privé, un compte à rebours personnel vers la liberté. Pendant ce temps, mes parents envoyaient des mises à jour périodiques qui ressemblaient plus à des provocations qu'à des tentatives de connexion. Un texto de ma mère. Chloé a failli obtenir un second rôle aujourd'hui. Si proche. Pense positif pour elle. Un autre de mon père. Elle a besoin de nouvelles photos de portraits, professionnels cette fois. Tout cela fait partie de l'investissement dans l'avenir de la famille. Et de temps en temps, n'oublie pas que cette dette est la tienne. C'est à ton nom. Prends tes responsabilités. Pas une seule fois ils ne se sont excusés. Pas une seule fois ils n'ont demandé si j'allais bien. Pour eux, j'étais toujours une ressource, pas une fille. Mais la vie en dehors de cette toxicité s'est lentement développée. Backstage OPS est devenu un moteur fiable. Mon nom a commencé à circuler dans les communautés de petites entreprises. À 23 ans, un journaliste du Raleigh Business Ledger m'a interviewé pour un article intitulé « Le génie silencieux qui aide les salons à concurrencer les grandes chaînes ». Je n'y ai pas beaucoup pensé jusqu'à la sortie de l'article et l'explosion de ma boîte de réception. Des dizaines de nouvelles demandes, des opportunités de développement, des ateliers, des partenariats. Pour la première fois de ma vie, le monde extérieur à ma famille voyait ma valeur sans avoir besoin de la diminuer pour en élever une autre. Et cette validation a allumé un feu en moi, un feu stable, le genre qui alimente la création à long terme.
Même si l'entreprise grandissait, la dette restait mon encre, une encre lourde, mais stable à sa manière. Chaque paiement était un rappel de ce que j'avais survécu. Chaque dollar envoyé à ces comptes était un refus de laisser leur choix définir tout mon avenir. Petit à petit, les chiffres ont diminué. J'ai vu le solde passer sous les 20 000 $, puis 10 000 $, puis 5 000 $. Je me souviens de la nuit où j'ai terminé un projet majeur de migration pour une chaîne de 3 spas et j'ai remboursé les 800 $ finaux. Je suis resté assis seul ensuite, l'email de confirmation brillant sur mon écran. Pendant 6 ans, chaque dollar libre que j'avais gagné avait coulé dans un trou noir créé par des gens qui insistaient pour dire qu'ils m'aimaient. Mais maintenant, ce trou était fermé, scellé, terminé, sans pouvoir. À 25 ans, pour la première fois de ma vie d'adulte, mes revenus m'appartenaient entièrement, complètement, sans équivoque. Et l'entreprise, elle prospérait. J'avais des économies, pas énormes, mais stables. Backstage OPS avait une liste de clients complète, un flux de revenus prévisible et une réputation de fiabilité auprès des propriétaires de petites entreprises qui ne faisaient pas confiance aux grandes sociétés de logiciels. Vers 26 ans, j'ai fait quelque chose que je croyais autrefois impossible. J'ai regardé mon compte en banque sans crainte. Je ne savais pas exactement ce que je voulais ensuite, mais je savais une chose avec une clarté absolue. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de sortir d'un trou dans lequel quelqu'un d'autre m'avait poussé. Chaque dollar que je gagnais ne disparaissait plus dans les poches des collecteurs de dettes. Il pouvait construire quelque chose, un avenir, une fondation, peut-être même une maison. Et en me tenant au bord de cette possibilité, j'ai réalisé quelque chose de simple et de profond à la fois. Après des années à être utilisé comme l'enfant de secours, la fille pratique, la pourvoyeuse, celle qui réparait tout, je construisais enfin une vie dont personne d'autre ne pouvait s'attribuer le mérite. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand j'ai eu 26 ans, je suis entré dans une caisse populaire tranquille par un chaud après-midi de printemps et j'ai fait quelque chose que personne dans ma famille n'aurait jamais imaginé que je puisse faire. J'ai acheté une maison, une petite maison de plein pied en périphérie de Raleigh. Rien de sophistiqué, rien qui ne mérite de devenir viral, mais elle avait un jardin clôturé, un porche qui grinçait et suffisamment de lumière du soleil dans le salon pour faire briller les murs. Elle avait besoin de travaux, beaucoup de travaux. Mais après 6 ans à surveiller chaque dollar, à réparer les systèmes des autres et à vivre dans des chambres louées où je n'appartenais jamais vraiment, je voulais un endroit où les planches grinçaient sous mes pieds parce qu'elles me reconnaissaient. La caissière a fait glisser le chèque de banque sur le comptoir, et quand j'ai signé, ma main a tremblé. Non pas de peur, mais d'incrédulité. Pas d'hypothèque, pas de co-signataire, personne pour s'attribuer le mérite. C'était la première fois que je prenais une décision qui changeait ma vie sans demander la permission ni me préparer aux critiques. En rangeant le reçu dans mon dossier, la voix de mon père a résonné dans ma mémoire. Tu n'auras jamais rien sans nous. Et pourtant, j'étais là, les clés dans ma paume, la lumière du soleil sur mon épaule, tenant la preuve que j'avais construit quelque chose entièrement par moi-même. Les rénovations se sont transformées en une sorte de rituel de guérison. Ma petite équipe de Backstage OPS est venue avec de la pizza, une perceuse électrique et une playlist qui rendait le ponçage du placo étrangement thérapeutique. Marisol a peint le salon tout en me faisant la leçon sur les palettes de couleurs. Jake, l'un de nos stagiaires devenu entrepreneur, a installé des étagères flottantes avec la précision d'un chirurgien, et mon ami Sam, toujours calme et agaçant d'observation, a réparé une porte qui grinçait en me taquinant sur le fait que je possédais enfin un endroit qui ne partageait pas de mur avec des étrangers. Il n'y avait pas de romance là-dedans, seulement de la camaraderie et une lente reconstruction de la confiance en l'humanité dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. J'ai planté mes premières herbes aromatiques dans le jardin, j'ai accroché des guirlandes lumineuses sur le porche et j'ai regardé la maison se transformer en quelque chose que personne d'autre ne pouvait revendiquer. Mais les bonnes nouvelles, comme les mauvaises, voyagent vite à Raleigh. Mon ancienne voisine, Madame Patterson, la radio non officielle de tout ce qui se passait dans un rayon de 3 pâtés de maison, a vu une publication en ligne célébrant une étape importante de mon entreprise et l'a partagée avec la moitié de son groupe d'église. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un appel de ma mère. Sa voix était inhabituellement douce, presque sirupeuse. « Chérie, nous avons entendu dire que tu as acheté une maison. C'est merveilleux. Ton père et moi sommes si fiers. Nous devrions faire un petit brunch en famille pour célébrer ta nouvelle maison et les grandes opportunités qui se présentent pour Chloé. Que dirais-tu de ce dimanche ? Fier. » Les mots semblaient étrangers venant d'elle,
comme si elle avait emprunté le vocabulaire de quelqu'un d'autre. Pourtant, une partie de moi, la partie stupide et enfantine enfouie sous des années de pragmatisme, voulait y croire. Peut-être, me suis-je dit, était-ce un tournant. Peut-être étions-nous enfin en train de devenir une famille normale. Le brunch a eu lieu dans un charmant petit restaurant du centre-ville, le genre avec des briques apparentes, des plantes dans des paniers suspendus et des lators de prix servis dans des tasses faites à la main. Mes parents sont arrivés habillés comme s'ils posaient pour un magazine sur les familles américaines parfaites. Chloé portait une robe rose pâle, ses cheveux méticuleusement bouclés comme si un photographe pouvait surgir de derrière un ficus à tout moment. Au moment où nous nous sommes assis, la performance a commencé. Ils ont parlé de l'élan de la carrière de Chloé, de la façon dont un agent avait aimé sa cassette d'audition, de la façon dont Los Angeles l'appelait pratiquement. Ils ont passé sous silence les années de loyers impayés, d'auditions ratées, de cours manqués et d'excuses. Au lieu de cela, ils ont emballé sa vie dans un récit scintillant de succès imminents. Puis sont venues les phrases qui m'ont creusé l'estomac de cette manière calme et familière, la manière que seule la famille peut avoir. Tu sais, a dit ma mère en tapotant son verre de mimosa. C'est une chance que tu aies gardé ce petit backstage. Comment ça s'appelle, backstage quelque chose? Quoi qu'il en soit, Dieu merci pour ça. La famille avait vraiment besoin de stabilité pendant que Chloé poursuivait de plus grands rêves. Mon père a hoché la tête. Tu nous as aidés à porter le fardeau. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Chloé, sans lever les yeux de son téléphone, a ajouté, quand je serai célèbre, je ferai totalement la promotion de ton entreprise. Live. Publicité gratuite. Gagnant-gagnant. Les mots ressemblaient à un déjà-vu et à une menace enveloppée dans un compliment, comme s'ils positionnaient mon succès durement gagné comme un tremplin pour l'avenir imaginé de Chloé. Mais ensuite, ma mère s'est penchée avec un sourire si doux qu'il m'a glacé le sang. Vraiment, Olivia? C'est bien que tu aies eu la maison en premier. Idéalement, ça aurait dû être Chloé. C'est elle qui est destinée au projecteur. Mais que tu l'aies, c'est bien. Tu peux te considérer comme gardant la place jusqu'à ce que sa carrière décolle. Gardant la place. Comme si j'étais un substitut plutôt qu'une personne. Comme si ma maison, achetée avec des nuits blanches, des sacrifices et 6 ans de labeur à travers des dettes qu'il m'avait refilées, était un bien familial plutôt que ma propre réussite. Comme si tout ce que j'avais construit était encore, dans leur esprit, une extension du destin de Chloé. J'étais assise là, à remuer mon café, regardant la mousse s'enrouler pour ne rien devenir, réalisant avec une clarté silencieuse qu'il ne me voyait pas. Pas comme une adulte, pas comme une chef d'entreprise, pas comme quelqu'un qui avait survécu à ce qu'il m'avait fait subir. Pour eux, j'étais toujours l'enfant de secours, la bête de somme, la machiniste en coulisses dont l'existence faisait briller la vraie star plus vivement. Pourtant, mon cœur naïf et meurtri chuchotait. Peut-être que c'est quand même un progrès. Peut-être que le fait de se présenter est le premier pas vers la guérison. Peut-être qu'ils essaient. L'espoir est tenace comme ça. Il reste sur le seuil longtemps après que la pièce a montré la sortie. J'ai quitté le brunch avec un sentiment mitigé, assez réchauffé pour penser que la réconciliation était possible, assez refroidi pour sentir le sol bouger sous mes pieds. Je ne le savais pas alors, mais ce brunch n'était pas une réconciliation. C'était une reconnaissance. Il ne me célébrait pas. Il calculait. Et bientôt, j'allais découvrir exactement ce qu'il se préparait à prendre. Quelques semaines tranquilles se sont écoulées après le brunch, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment d'enracinement s'installer dans mes os. Un samedi matin de bonne heure, je suis sorti sur mon porche avec une tasse de café, regardant la lumière du soleil se déverser sur les bardeaux de ma petite maison. Ce moment, pieds nus sur le bois chaud, le bourdonnement des cigales au loin, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottant depuis le jardin d'un voisin, ressemblait à une vie que j'avais construite à partir de rien d'autre que du courage et de l'entêtement. Pour la première fois, je me suis permis de le ressentir pleinement. C'est à moi. Personne ne peut me l'enlever. J'avais tort, bien sûr, mais je ne le savais pas encore. La sonnette a brisé le calme, pas le ding-dong décontracté d'un voisin qui passe. C'était une pression ferme et délibérée, le genre qui annonce quelque chose d'officiel. Quand j'ai ouvert la porte, un homme en coupe-vent se tenait sur mon porche, tenant une épaisse enveloppe. « Olivia Brox » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il m'a tendu le paquet. « Vous avez été assigné » a-t-il dit, puis il est parti sans cérémonie.
Les mots ont résonné dans mon crâne alors que je fixais l'enveloppe. Assigné, procès, plaignant, défendeur. Tout s'est heurté dans un flou nauséabond alors que je l'ouvrais. Les noms de mes parents me fixaient d'abord, puis celui de Chloé. Tous les trois listés comme plaignants. Mes mains sont devenues froides. Mon cœur a raté un battement. Je me suis assise sur les marches du porche et je me suis forcé à lire. Selon la plainte, mes parents et Chloé affirmaient que j'avais construit Backstage OPS en utilisant les ressources familiales, y compris en vivant dans leur maison, en utilisant leur internet, et en recevant des contacts professionnels précoces de la part des connaissances de ma mère, des affirmations si exagérées qu'elles frôlaient la fiction. Ils alléguaient que j'avais promis verbalement et implicitement que mon entreprise était destinée à financer l'avenir artistique de Chloé, que tout ce que j'avais construit était un projet familial. Et qu'en achetant une maison pour moi-même et en remboursant des dettes secrètement, j'avais violé une fiducie implicite qu'ils croyaient exister. Ils soutenaient que je leur devais un pourcentage significatif de mon entreprise, 30 à 40%, et des dommages et intérêts supplémentaires pour avoir interféré avec la trajectoire de carrière à laquelle Chloé avait droit. Droit. Ce mot m'a presque fait rire, mais les bords du rire se sont brisés en quelque chose de plus proche de l'incrédulité et du chagrin. Puis j'ai vu les pièces jointes. Chloé avait inclus des extraits d'un devoir de lycée que j'avais rédigé, mon premier concept pour rationaliser les opérations des petites entreprises, avec son écriture griffonnée dans les marges comme si elle avait contribué à l'idée. Elle avait également fourni des captures d'écran de messages textes entre nous, stratégiquement recadrés pour déformer mes propos. Un message où j'avais dit « Ne t'inquiète pas, j'aiderai comme je peux », lors d'une de ses crises de nerfs, semblait maintenant être une promesse de ma part de soutenir financièrement toute sa carrière. Un autre message, coupé avant la fin de la phrase, semblait dire que je m'assurerais qu'elle n'ait jamais à s'inquiéter de l'argent, alors que la version complète continuait en fait avec « de papa et maman qui te culpabilisent avec leur scénario ». C'était une leçon de maître en manipulation et ça faisait moins mal à cause des implications juridiques que parce que ça montrait à quel point Chloé me comprenait mal et m'utilisait. Au moment où j'ai atteint la dernière page de la plainte, mon café avait refroidi et la lumière du soleil matinal ne semblait plus chaude. Le chagrin s'est abattu sur moi. Non pas le chagrin pour le procès lui-même, mais le chagrin pour la famille que j'espérais encore pouvoir exister si j'essayais assez fort. Ce fantasme était mort, et ce procès était l'enterrement. J'ai contacté Danielle Price le jour même. Elle avait déjà offert des conseils pro bono aux propriétaires de petites entreprises et avait la réputation de trancher dans le vif avec la précision d'un chirurgien. Quand je suis arrivé à son bureau, elle a scanné les documents avec des yeux vifs et perçants, ne s'arrêtant que pour lever un sourcil ou laisser échapper un petit son incrédule qui ressemblait presque à un rire. Si c'était un pilote de série télé, a-t-elle dit en se penchant finalement en arrière dans son fauteuil, le studio le rejetterait pour être trop irréaliste. Une famille poursuivant leur fille parce qu'elle n'a pas financé les rêves d'influenceuse de sa sœur. Une fiducie implicite basée sur une obligation émotionnelle implicite. Chloé affirmant qu'elle a inventé le concept de votre entreprise en griffonnant sur vos devoirs. C'est absurde, mais malheureusement, elle a tapé sur les papiers, l'absurdité ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas vous rendre la vie difficile. J'ai dégluti. Peuvent-ils gagner? Elle a secoué la tête. Légalement, leur cas est fragile. Mais gagner n'est pas leur objectif. Ils veulent vous faire peur pour que vous acceptiez un règlement. Ils veulent un paiement. Ils veulent le contrôle. Et ils veulent le récit. Elle a joint ses mains. Il ne s'agit pas de droit. Il s'agit de droit acquis instrumentalisé par le biais de poursuites judiciaires. Pendant un instant, la vieille Olivia, s'est élevée pour se plier, pour accommoder, pour maintenir la paix à tout prix, a ressenti l'envie de dire, peut-être que je devrais régler. Peut-être que leur donner quelque chose arrêtera ça. La pensée a serpenté en moi comme un réflexe que je n'avais pas encore désappris. Mais ensuite, je me suis souvenu des prêts qu'ils avaient pris à mon nom. Des 6 années que j'ai passées à me sortir des dettes qu'ils avaient créées. Du brunch où ils parlaient comme si toute ma vie était un substitut temporaire pour celle de Chloé. Et du Porsche, du soleil, du sentiment tranquille de chez soi que j'avais enfin revendiqué. Non, ai-je dit doucement, me surprenant de la stabilité de ma voix. Je ne paie plus pour leur choix. Ni financièrement, ni émotionnellement, ni légalement. Les lèvres de Daniel se sont contractées en quelque chose qui ressemblait à de l'approbation. Bien. Alors nous nous battrons. Et c'est ainsi qu'un nouveau chapitre a commencé. Non pas celui qu'ils avaient scénarisé pour moi, mais celui que j'écrirais pour moi-même, ligne par ligne, frontière par frontière. Le procès n'était la fin de rien.
C'était le début de mon refus. Les semaines qui ont suivi le procès ont été comme marcher à travers une tempête sans abri. Chaque jour apportait une nouvelle vague de chaos. Certains attendus, d'autres d'une mesquinerie à couper le souffle, mais tous délibérément conçus pour me briser. Et au centre de tout cela se trouvait Chloé, utilisant la seule chose dans laquelle elle avait jamais vraiment investi, sa persona en ligne. Elle a lancé une série de vidéos TikTok et de réels Instagram, soignés, organisés, vulnérables, où elle parlait en larmes d'un certain membre de la famille qui avait volé la vie qui lui était destinée. Elle n'a jamais mentionné mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Elle m'a décrite comme une sœur aînée qui accaparait les opportunités, refusait d'aider et construisait une carrière sur des ressources destinées à quelqu'un d'autre. Les commentaires ont rapidement dégénéré. Tu mérites mieux, reine. Certaines sœurs sont juste jalouses. Balance le nom Chloé. On s'en occupera. Et ils l'ont fait. En quelques jours, les avis Google de Backstage OPS ont été inondés de notes d'une étoile nous accusant de discrimination, de vol de données, d'escroquerie financière, tous les mots à la mode que les trolls pouvaient enchaîner. Peu importait que rien de tout cela ne soit vrai, la perception se déplace plus vite que la vérité, et les médias sociaux se déplacent plus vite que les deux. Mes parents, pour ne pas être en reste, ont intensifié leurs attaques de manière beaucoup plus calculée. Je n'avais pas besoin de 3 suppositions pour savoir qui, a déposé des plaintes anonymes auprès de l'Office de protection des données de l'État, accusant Backstage OPS de mauvaise gestion d'informations sensibles sur les clients. Un autre rapport, cette fois à l'IRS, affirmait que je détournais l'argent de l'entreprise vers des comptes personnels et que je me livrais à la fraude fiscale. Ce n'étaient pas des crises de colère sur TikTok. C'étaient des accusations au niveau fédéral qui, même sans fondement, déclenchent de véritables enquêtes. En une semaine, j'ai commencé à recevoir des appels et des lettres d'agence m'informant que des enquêtes préliminaires avaient été ouvertes. Rien ne gâche votre café du matin comme de lire la phrase « audit possible en attente d'examen ». Les clients ont commencé à me contacter, nerveux et confus. « Olivia, est-ce que tout va bien ? Nous voyons des avis étranges. Nous avons reçu un email nous avertissant au sujet de votre entreprise. Était-ce un faux ? » Certains d'entre eux parlaient doucement, d'autres plus crûment, mais le message sous-jacent était le même. Expliquez-vous. Prouvez que vous êtes digne de confiance. Et bien que rien de tout cela ne soit de ma faute, je comprenais leur peur. Ils nous confiaient leur système de réservation, leur base de données clients, leur dossier financier. Le moindre soupçon d'instabilité menaçait leurs moyens de subsistance. Ma famille le savait. C'était exactement pour cela qu'ils l'avaient ciblé. Au lieu de sombrer, j'ai rassemblé mon équipe. Nous avons tenu une réunion d'urgence. Juste 6 d'entre nous entassés dans mon petit bureau à domicile, les visages éclairés par la lueur des ordinateurs portables. Je leur ai dit la vérité. Non pas la version polie et distante que j'avais l'habitude de réciter quand on me posait des questions sur ma situation familiale, mais la vraie vérité, les prêts, le procès, la campagne de dénigrement. À ma grande surprise, personne n'a reculé. Au contraire, ils se sont rapprochés. Marisol a posé une main sur la mienne et a dit « Alors nous sommes avec toi ». J'ai qu'à hocher la tête avec ferveur. Backstage OPS n'a pas survécu à 6 ans de galère juste pour mourir parce que ta famille ne supporte pas ton succès. Nous avons élaboré un plan. D'abord, nous avons programmé un appel Zoom axé sur la transparence pour tous nos principaux clients, propriétaires de salons, cabinets de thérapie, petites cliniques, des dizaines de personnes travailleuses dont la confiance signifiait tout pour moi. Quand l'appel a commencé, des dizaines de visages ont rempli mon écran. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis forcé à parler calmement. J'ai expliqué que ma famille tentait de les utiliser comme levier dans un litige privé. Je leur ai assuré qu'aucune donnée n'avait été violée, qu'il n'y avait aucune faute financière, et que nos systèmes avaient déjà été soumis à un audit indépendant par un tiers. Lorsque Daniel a rejoint l'appel pour confirmer que les accusations faisaient partie d'un schéma de harcèlement en représailles, plusieurs clients ont hoché la tête avec une sympathie féroce, comme s'ils comprenaient trop bien ce que signifiait avoir une famille qui se retourne contre vous. Ensuite, nous avons envoyé un email détaillé à tous les clients résumant la situation, en joignant la lettre d'autorisation de l'audit préliminaire des données et en nous engageant à une transparence totale tout au long du processus juridique. Certains clients sont partis. Ça m'a fait mal, mais je ne leur en ai pas voulu. La peur est humaine. Mais beaucoup d'autres sont restés, et ceux qui sont restés sont devenus comme un bouclier autour de moi. Une propriétaire de salon à Austin m'a envoyé un message privé après l'appel.
Si tu ne laisses pas tes propres parents te marcher dessus, je sais que tu ne laisseras personne marcher sur tes clients. Je reste. Ces mots m'ont touché plus profondément qu'elle ne le savait. Au milieu de tout cela, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère. La colère était familière, usée, prévisible. C'était quelque chose de plus stable, de plus lourd, de plus ancré. Pendant des années, ma stratégie de survie avait été le silence. Je n'ai jamais parlé aux clients du chaos à la maison. Je ne me suis jamais plainte, je n'ai jamais admis que la dette dans laquelle je me noyais n'était même pas la mienne. Je pensais que préserver l'idée d'une éducation normale me protégeait. Au lieu de cela, cela m'a piégé. Le silence m'avait rendue petite. Et maintenant, confronté à un déluge de mensonges, j'ai réalisé que la seule issue était d'arrêter de protéger l'image d'une famille qui ne m'avait jamais protégé. J'ai parlé calmement, factuellement, fermement. J'ai dit la vérité sans honte et sans théâtralité. Et pour la première fois, le monde ne s'est pas effondré quand je l'ai fait. Au lieu de cela, les gens ont tendu la main en retour. Les clients ont envoyé des messages de soutien. Mon équipe a fait des heures supplémentaires pour contrer les faux avis. Daniel a démantelé chaque plainte avec une précision chirurgicale, et moi, je me suis tenu à découvert, sans bouclier, et j'ai découvert que je n'étais pas aussi fragile que je le pensais. C'était étrange, presque poétique. Plus ma famille essayait de m'enterrer sous le bruit et les mensonges, plus je commençais à me voir clairement. Je n'étais pas la sœur de l'ombre, le plan B, la poutre de soutien soutenant l'avenir imaginaire de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas l'enfant qui se taisait pour maintenir la paix. Je n'étais pas la fille qui devait sa vie à des gens qui ne reconnaissaient sa valeur que lorsqu'ils voulaient quelque chose. J'étais quelqu'un qui pouvait affronter une tempête sans s'effondrer. Quelqu'un qui pouvait dire la vérité sans s'excuser de son poids. Quelqu'un qui en avait enfin fini de vivre en coulisses. Et cette fois, quand ils ont poussé, je ne suis pas tombé. J'ai riposté. Le matin du procès, le palais de justice de Raleigh semblait plus froid que dans mes souvenirs, ses colonnes de marbre s'étirant vers le haut comme un avertissement, ses couloirs résonnant avalant chaque pas. Je suis entré aux côtés de Daniel, les paumes moites malgré sa présence calme, et j'ai senti chaque émotion que j'avais passé des années à refouler monter en moi comme de la vapeur sous pression. Quand je suis entré dans la salle d'audience, mon souffle s'est coupé. Ils étaient là, mes parents et Chloé, assis ensemble à la table des plaignants, comme s'ils posaient pour un portrait de famille. Ils étaient vêtus de couleurs neutres coordonnées, le genre de tenue soignée que les familles portent lors des séances photos de vacances, pas lors de procès. Chloé tamponnait le coin de ses yeux avec un mouchoir, le menton tremblant de manière dramatique, jouant déjà la victime avant même que le juge ne prenne place. Je me suis dit à quel point il était surréaliste que ce soit les personnes qui m'avaient élevé. Et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi éloigné d'eux qu'à ce moment-là. Une fois que le juge a appelé le tribunal à l'ordre, leur camp a commencé. Linda a été la première. Elle a adopté une voix que je n'avais pas entendue depuis l'enfance. Douce, tremblante, une voix qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle se produisait pour les autres. Elle a pleuré en parlant de tout sacrifier pour ses filles, de m'avoir donné un toit, Internet, de la nourriture et un soutien émotionnel pendant que je construisais soi-disant backstage au PS chez eux. Elle s'est présentée comme la mère épuisée qui a déversé sa vie dans 2 filles ingrates, bien qu'une seule d'entre nous soit assise de l'autre côté de l'allée, poursuivie pour ne pas avoir financé les rêves de l'autre. Puis Marc a pris la barre. Il a dit au tribunal que ma motivation à réussir ne venait que parce qu'ils avaient investi tous les espoirs de la famille en Chloé, laissant entendre que leur favoritisme était une sorte de stratégie noble. Si nous n'avions pas poussé Chloé vers la grandeur, a-t-il dit, Olivia ne se serait pas sentie inspirée pour créer son entreprise. Donc, éthiquement, cette entreprise appartient à la famille. C'était une leçon magistrale d'illusion, transformant la négligence en mentorat, la manipulation en planification parentale. Puis vint Chloé. Elle s'est approchée de la barre lentement et en tremblant, comme si les lumières de la salle d'audience étaient trop vives pour son esprit délicat. On m'a toujours dit, a-t-elle commencé, la voix brisée, que j'étais destiné à de grandes choses. Elle a fait une pause, laissant le silence flotter comme de l'encens. Mais Olivia, elle a tout pris, les opportunités, les ressources, la vie que j'étais censé avoir. Je ne demande pas de punition. Je veux juste la chance de vivre la vie qui aurait dû être la mienne. Sa performance était impeccable, dramatique, blessée, moralisatrice. Mais en dessous, j'ai reconnu le ton familier de l'entitlement qui avait assombri toute sa vie.
La salle d'audience a murmuré doucement. Pendant un bref instant, je me suis demandé si le juge pourrait réellement croire à cette réécriture théâtrale de la réalité. Puis Daniel s'est levé. Sa présence a changé l'atmosphère. Elle n'était pas dramatique. Elle n'en avait pas besoin. Sa clarté était plus tranchante que n'importe quelle performance que Chloé pourrait livrer. Elle a commencé par présenter une chronologie claire et chronologique. Les prêts privés contractés à mon nom, les signatures falsifiées, la ligne de crédit utilisée pour payer les programmes de théâtre de Chloé, les années de dettes que j'ai portées seul. Elle a présenté des documents montrant l'implication de mes parents, leurs emails, les échéanciers de remboursement que j'ai méticuleusement tenus pendant 6 années entières. Puis elle a montré au juge une série de captures d'écran de messages privés, celles que Chloé n'avait pas recadrées, révélant des conversations où ma famille élaborait des stratégies pour me poursuivre en justice avant même que j'achète ma maison. Le point culminant était une feuille de calcul intitulée « Backstage OPS Valuation.xlsx » rédigée par Chloé, calculant combien d'argent elle pourrait obtenir, en supposant un règlement réussi. Des halètements ont parcouru la salle d'audience. Puis Daniel a porté le coup de grâce. Elle a appelé mon ancienne conseillère d'orientation du lycée à la barre, une femme qui se souvenait de moi de manière vivante. La conseillère a témoigné que j'avais rédigé le devoir de start-up des années auparavant, produisant la soumission originale horodatée de mon dossier d'étudiant. La prétendue idée originale de Chloé s'est effondrée instantanément. Et puis sont venus les audits. Daniel a présenté des lettres d'auditeurs indépendants en cybersécurité et en fiscalité, confirmant chacun que Backstage OPS n'avait aucune faille, aucune faute, aucune irrégularité. En quelques minutes, chaque accusation liée aux plaintes anonymes s'est évaporée sous les preuves. Mais le véritable point culminant a été l'interrogatoire direct de Daniel. Elle s'est tournée vers Linda. « Madame Brox, votre fille Olivia a-t-elle jamais déclaré verbalement ou par écrit que son entreprise existait dans le but de financer la carrière d'actrice de Chloé ?» Linda a hésité. Ses yeux se sont tournés vers Chloé, puis vers Marc. Eh bien, elle a toujours aidé sa sœur. Elle savait que c'était attendu. C'est. Ce n'est pas la question, a insisté Daniel doucement mais fermement. A-t-elle jamais dit que l'entreprise appartenait à Chloé ou existait pour soutenir sa carrière? Les lèvres de Linda ont tremblé. Non, mais nous avons dit ça à Chloé, vous savez, pour lui donner de l'espoir. Donc, vous admettez, a continué Daniel, que le récit que Chloé croyait était quelque chose que vous avez créé, pas quelque chose qu'Olivia a promis. Silence. Puis elle s'est tournée vers Chloé. Mademoiselle Brox, avez-vous des communications non éditées, des textos, des emails, des messages vocaux où Olivia déclare explicitement qu'elle vous donnera son entreprise ou financera votre vie? Chloé a dégluti. Eh bien, elle a dit qu'elle m'aiderait. Daniel a cliqué sur une télécommande. Un grand écran a affiché le fil de discussion complet, la version non recadrée. Il montrait mon message réel. Je te soutiendrai toujours émotionnellement, Chloé, mais je ne peux pas vivre ta vie pour toi. Tu dois construire ton avenir toi-même. La salle d'audience a changé. Quelque chose dans l'expression du juge a changé. Subtil mais indéniable. Au moment où les plaidoiries finales se sont terminées, je sentais déjà le résultat dans mes os. Le juge est revenu après une brève interruption, l'expression sobre mais claire. Après examen des preuves, a-t-il dit, ce tribunal ne trouve aucun fondement juridique ou éthique aux revendications des plaignants. Il a tourné la page de ses notes. En fait, ce que le tribunal voit n'est pas une personne qui a volé une vie à sa sœur, mais une personne qui a été contrainte injustement d'assumer des dettes et des responsabilités créées par d'autres. Ma gorge s'est nouée. J'ai cligné des yeux fortement. C'était surréaliste d'entendre la justice prononcée à voix haute dans une pièce où je m'attendais autrefois uniquement à l'humiliation. Puis est venu le coup final, non pas contre moi, mais contre eux. L'affaire des plaignants est rejetée dans son intégralité, a déclaré le juge, et en raison de la nature fantaisiste des revendications, les plaignants sont condamnés à payer les frais de justice et les dépens du défendeur. Le visage de Marc a perdu toute couleur. La mâchoire de Linda est tombée. Chloé s'est figée, le mascara coulant sur ses joues. Je savais ce que cela signifiait. Ils avaient déjà hypothéqué leur maison pour engager un avocat. Perdre signifiait qu'ils risquaient de tout perdre. À l'extérieur de la salle d'audience, alors que les gens sortaient, Chloé s'est précipitée vers moi, les larmes coulant. « Alors c'est ça » a-t-elle crié. « Tu vas juste laisser maman et papa perdre la maison, même après tout ?»
Même après tout ce qu'ils ont fait pour toi. Je les regardais, vraiment regardais. Pour la première fois, je n'ai pas vu une star ou une rivale. J'ai vu une jeune femme qui avait été nourrie d'entitlement comme du poison toute sa vie, et j'en ai vu le coup. Ma voix était calme. Chloé, une famille n'est pas faite de gens qui exigent que tu sacrifies toute ta vie pour qu'ils n'aient jamais à grandir. J'ai payé pour leur choix pendant 6 ans. J'ai fini de payer. Elle m'a regardé, stupéfaite, comme si elle n'avait jamais imaginé un monde où je disais non. Mais ce monde avait déjà commencé. Une année s'est écoulée. Puis 2, assez de temps pour que la poussière retombe, pour que le silence se forme là où le chaos régnait autrefois, pour que ma vie s'étende dans les espaces que ma famille occupait auparavant. Backstage OPS n'a pas seulement survécu à la tempête, ils ont grandi grâce à elle. Au moment où j'ai eu 28 ans, nous avions entre 150 et 200 clients dans plusieurs États, une équipe opérationnelle pleinement fonctionnelle, une branche de support technique et un département de formation que je supervisais personnellement pour la première fois depuis mes 18 ans. Ma vie quotidienne n'était pas une question de survie. C'était une question de création, de direction, de leadership. Je passais mes semaines à développer des systèmes, à affiner des flux de travail et à animer des ateliers en ligne pour les jeunes femmes élevées dans des foyers comme le mien, des femmes à qui on avait appris à se faire petites, à se sacrifier, à se taire pour le confort des autres. Je leur ai appris la budgétisation, la planification, la littératie numérique. Mais en dessous de tout cela, je leur ai appris quelque chose de bien plus précieux. Vous avez le droit de construire une vie qui ne tourne pas autour des gens qui vous tiennent pour acquise. Ma maison a changé aussi, se transformant lentement d'un lieu d'épuisement en un sanctuaire. Le bureau autrefois vide avait maintenant de la lumière naturelle qui se déversait sur mon bureau chaque matin. Et à côté de ce bureau reposait le panier de Junipé, ma petite chienne de refuge aux oreilles dépareillées et à la capacité étrange de sentir quand j'avais besoin de réconfort. La maison semblait plus pleine maintenant, plus douce, le reflet d'une vie qui avait enfin de la place pour les choses douces. Sam, toujours respectueux. Sam est devenu une présence plus régulière. Nous n'avons jamais rien défini à voix haute, jamais précipité les étiquettes. Il existait simplement dans ma vie comme le font les gens sains, sans demande, sans attente, sans prendre plus qu'ils ne donnent. Il arrosait mes plantes quand j'oubliais, construisait des étagères en bois dans ma cuisine, réparait un robinet qui fuyait à minuit, et n'a jamais commenté les boîtes de vieilles lettres de famille que je n'arrivais pas encore à jeter. Il m'a donné de l'espace, et dans cet espace, j'ai réappris à respirer. Tous les quelques mois, Madame Jenkins, la voisine amicale et perspicace qui avait vécu dans ma rue d'enfance assez longtemps pour connaître chaque schéma familial, m'envoyait des nouvelles, que je le demande ou non. Elle avait une façon de donner des nouvelles sans malice, seulement avec compréhension. Ta sœur travaille à temps partiel dans une boutique maintenant, m'a-t-elle dit une fois. Toujours en attente de sa grande percée. Toujours convaincue que quelqu'un d'autre est la raison pour laquelle ça n'est pas encore arrivé. Une autre fois, elle a dit, tes parents ont de nouveau refinancé. Ta maman. Elle avait l'air fatiguée, Olivia, comme si elle était à court de gens à blâmer. De temps en temps, mon téléphone vibrait avec de brefs messages de mes parents. Jamais des excuses, jamais de responsabilité, seulement des demandes déguisées en amabilité. J'espère que tu vas bien. Les temps sont durs en ce moment. Y a-t-il une chance que tu puisses nous aider à rattraper les réparations? La voiture de ta sœur est en panne. Elle a dit que tu pourrais peut-être l'aider à la remplacer. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non par dépit, mais par clarté. La distance n'était plus une punition. C'était une frontière. Et la guérison nécessite des frontières de la même manière que les os nécessitent des plâtres pour maintenir les choses alignées assez longtemps pour repousser plus fort. Malgré tout, je ne leur souhaitais pas de mal. Je ne leur souhaitais simplement plus d'accès. Un soir de fin d'automne, alors que Junipé ronflait légèrement sur le canapé et qu'une théière refroidissait à côté de mon clavier, j'ai ouvert mes emails pour trouver un message d'une jeune femme de l'Ohio. Elle écrivait qu'elle avait grandi comme l'enfant oublié dans une famille qui glorifiait son jeune frère. Elle décrivait des anniversaires passés seuls, des réussites ignorées, son travail pris pour acquis, ses rêves rabaissés. Et puis elle a posé une question qui m'a transpercé. Est-ce égoïste de vouloir une vie qui m'appartient et non à eux? J'ai fixé l'écran pendant un long moment. C'était une question que j'avais passé la moitié de ma vie à avoir peur de poser parce que la réponse ressemblait à une trahison. Mais maintenant, avec des années de distance et de guérison me séparant de la fille que j'étais, je savais enfin quoi dire. J'ai répondu, non, ce n'est pas égoïste.
C'est nécessaire. Vous ne devez à personne votre vie entière simplement parce qu'ils vous ont donné un début. Les attentes de votre famille ne sont pas votre destin. Leurs déceptions ne sont pas votre responsabilité. Votre succès ne vous oblige pas à payer un péage pour qu'ils puissent éviter les conséquences de leur choix. Vouloir une vie à soi n'est pas un abandon. C'est l'âge adulte. C'est la survie. Et c'est la seule façon de briser le cycle qui a tenté de vous façonner en quelqu'un d'assez petit pour être contrôlé. Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont une protection. Elles protègent les parties de vous qui n'ont jamais été autorisées à exister auparavant. Et si vous avez peur d'entrer dans une vie qui vous appartient, que cette peur soit le signe que vous avez passé trop de temps à vivre pour quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur envoyer. Et alors que le message disparaissait de ma boîte d'envoi, quelque chose en moi s'est relâché, quelque chose qui était crispé depuis des années. Plus tard dans la nuit, je suis sorti dans mon jardin, respirant l'air frais. Les parterres de jardin que j'avais construits le mois précédent commençaient à prendre forme. De minuscules pousses vertes sortant de terre, délicates mais déterminées. La croissance, ai-je réalisé, ne semble jamais spectaculaire quand elle se produit. Ce n'est qu'en regardant en arrière qu'on comprend à quel point quelque chose s'est étiré vers le soleil. Je suis resté là, sous les guirlandes lumineuses que j'avais accrochées de mes propres mains, sentant le calme s'installer autour de moi. Non pas un silence vide, mais un silence paisible. Le genre qui remplit plutôt qu'il n'étouffe. J'ai pensé à la fille que j'étais. Celle qui croyait que si elle travaillait assez dur, se sacrifiait assez, devenait assez utile, ses parents la choisiraient un jour. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi leur mythe sur Chloé, leur fantasme d'une étoile brillante. Leur croyance que l'amour était conditionnel et que la hiérarchie était naturelle. Et pendant longtemps, cette vérité m'a dévasté. Mais maintenant elle me libérait. Parce que leur choix n'avait rien à voir avec ma valeur. Et mon choix de m'éloigner, de construire une vie sans leurs mains sur le volant, avait tout à voir avec ma survie. En arrosant le petit jeune arbre que j'avais planté près de la clôture, j'ai murmuré une vérité qu'il m'avait fallu près de 3 décennies pour comprendre. J'ai le droit d'exister en tant que moi-même, pas comme une fondation pour le rêve de quelqu'un d'autre. Si vous qui écoutez cela vous demandez si vous avez le droit de vous éloigner des rôles que votre famille vous a imposés, de dire non, de vous choisir, de construire une vie qui reflète vos propres désirs et non leurs attentes. Voici votre réponse. Oui, vous l'avez. Vous avez le droit de sortir de l'ombre des rêves des autres. Vous avez le droit à une vie qui est entièrement la vôtre. Vous avez le droit de guérir, de grandir et de devenir quelqu'un que votre jeune moi reconnaîtrait enfin. Et en regardant le jardin de la maison que j'ai acheté de mes propres mains, respirant un air dont personne d'autre ne revendiquait une part, j'ai senti la paix s'installer sur moi comme la lumière du soleil. Ma vie ne leur appartenait plus. Elle m'appartenait enfin.